Je suis un enseignant, devenu journaliste, diplomate, homme politique, écrivain, musicien aussi, j'étais artiste, dessinateur. Et aujourd'hui, après ma retraite, prise après avoir quitté en juin 2022 mon rôle de commissaire à la commission Vérité et Réconciliation, je m'occupe du CIRID et des objectifs que cette association a décidé lors de sa fondation il y a plus de 30 ans. Un stylo en or. Ce stylo est un cadeau que l'État, le gouvernement du canton de Genève en Suisse nous a donné dans les années 97-98, lorsque le CIRID excellait dans l'organisation d'initiatives et de dialogue pour la paix. Ils étaient nommés représentants de la communauté africaine auprès d'une fondation de l'État chargée de gérer la question des migrations. J'étais un élu et j'en bénéficiais de tous les avantages. Ça valorisait ma présence. J'avais travaillé comme diplomate burundais à Bruxelles de 1995 à 1996. Mais à un moment donné, en février 1996, j'avais préféré démissionner de toutes les fonctions politiques que j'avais. Politique parce que j'ai été un membre actif du Frodebou. J'étais son représentant en Europe pendant 5 ans avant les élections de 1993. J'ai abandonné également mes fonctions professionnelles officielles, démissionnant donc de mon poste de numéro 2 de l'ambassade du Burundi à Bruxelles. J'avais été nommé dans le cadre de ce qu'on a appelé ici dans notre pays la convention de gouvernement. La convention de gouvernement stipulait que lorsque dans une fonction clé, dans les ambassades par exemple, puis dans les ministères ou dans d'autres directions des grandes sociétés d'État, quand le responsable était, là je vais vous dire ce à quoi je ne veux plus croire, si vous étiez Hutu, on vous donnait un adjoint Tutsi, ou vice-versa. À Bruxelles, moi j'étais le numéro 2 de l'ambassade, mais ça me gênait beaucoup. Je l'avoue maintenant, parce que je venais de passer un temps considérable sur le banc de l'école à Paris, dans une école de géopolitique, et j'avais appris qu'en diplomatie, on représente quoi? On représente l'État, tout l'État. On ne peut pas représenter l'État avec une étiquette ethnique, encore moins une étiquette d'un parti politique. Alors ça me gênait. L'expérience que j'avais acquise ne m'autorisait plus à croire à ce genre de considération j'appelle ça discriminatoire. Donc à l'époque, moi j'ai préféré être en ordre avec moi-même, mais en même temps, il y avait une exigence. Cette exigence était que je sentais avoir une expérience que je voulais faire profiter à mes compatriotes, plus particulièrement en créant une organisation de dialogue basée à Genève, destinée à accroître, à augmenter, à améliorer les capacités de travail de mes compatriotes chargés de représenter le Burundi dans les négociations de l'époque. Et à l'époque, en effet, je me souviens, quand je démissionnais, les Burundais venaient de se réunir au Caire sous les auspices de la diplomatie américaine et avec la participation active de ce qui était l'Organisation de l'Unité africaine, l'actuelle Union africaine. J'avais moi-même, en tant que haut cadre du Frodebou, participé à des missions de contact et de réconciliation interne parce qu'il y avait des rivalités.
Mais surtout, j'avais également participé avec Nyangoma, Léonard Nyangoma, à la fondation du CNDD, Conseil national pour la défense de la démocratie. Je vais vous donner une information que vous ne saviez pas. Le mémorandum qui a pour la première fois fait connaître l'existence du CNDD au monde et qui est intitulé « Notre alternative », c'est un mémorandum qui avait été rédigé durant notre exil à Uvira et Bukavu. J'ai dit notre parce que je n'étais pas seul. Il y avait notamment le professeur Sanzé Augustin et il y avait également l'homme qui a participé vraiment activement à la rédaction de ce document en donnant des idées. Il y avait Christian Sendegeya qui était vice-président de l'Assemblée nationale, mais c'est moi qui l'ai signé officiellement en tant que responsable des relations extérieures du mouvement. Alors, j'ai voulu rejoindre le banc de l'école. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Alors, il me fallait aller dans cette école de géopolitique à Paris et essayer de comprendre mieux le problème de la fuite des Grands Lacs qui avait commencé au Burundi en 1993 par l'assassinat du président Dadaye, en 1994 par l'attentat qui a coûté la vie à notre président Cyprien Ntaryamira, qui était mon chef, j'étais son conseiller sécurité. Le séisme rwandais, le génocide rwandais avait déjà eu lieu. Je regardais la diplomatie internationale. Ça, en tant que journaliste, je vous prie de le dire à vos auditeurs ou à vos lecteurs. À l'époque, la communauté internationale était traumatisée en imaginant qu'il pouvait y avoir un génocide à la rwandaise au Burundi. Alors, ils ont tout fait, je suis témoin direct. Il y a des diplomates qui ont tout fait. Des fois maladroitement, bien sûr, des fois avec paternalisme, des fois avec négligence, mais ils l'ont fait quand même. Et le tout montrait que les gens étaient traumatisés par ce qui s'était passé au Rwanda et ils voulaient que le Burundi évite ça. Nous n'étions pas toujours sur la même longueur d'onde dans cette analyse. Il y en a qui le savaient, il y en a qui ne le savaient pas et ils étaient beaucoup plus nombreux, y compris parmi les décideurs. Et à Bruxelles, quand je démissionnais de mon poste, j'ai dit, puisque j'ai déjà créé une association qui a pignon sur rue à Genève, maintenant, je me disponibilise à 100% pour être à la disposition du CIRID. C'était le CIRID. Avant, ça s'appelait le Comité de solidarité pour la paix au Burundi, que j'ai fondé en juillet 89. Et c'est ce comité-là qui est devenu le CIRID en juillet 96, quelques mois après ma démission de mes fonctions à Bruxelles. Je reviens au stylo. Ce stylo m'avait été donné en cadeau par le gouvernement de l'État genevois. En ce moment, j'avais amené un groupe de responsables politiques et diplomatiques burundais en exil en Europe. Il y avait des ambassadeurs, il y avait des hauts cadres du parti Frodebo, mais également des chefs de partis politiques qui avaient participé à la campagne électorale de 93 à un titre ou à un autre. Qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un déficit d'information. Certains parmi mes compatriotes n'avaient pas l'information qu'il fallait pour savoir que le Burundi était la préoccupation de pas mal de gens dans la communauté internationale. Et vous savez, la communauté internationale, pour qu'elle vous aide, vous devez vous-même être présent sur le terrain. Vous devez jouer votre rôle en tant que bénéficiaire. Si vous ne le faites pas, la communauté internationale ne fait rien. La communauté internationale n'existait pas pour quelqu'un qui n'existait pas chez lui sur le terrain. Ça, il faut le savoir, il faut le dire à vos lecteurs et vos auditeurs. Alors, une de mes ambitions en démissionnant de mes fonctions à Bruxelles, c'était justement de venir renforcer le travail du CIRID
et aider mes compatriotes à savoir que la communauté internationale s'intéressait à nous et que nous devions l'aider à nous aider. Quand ils m'ont donné en cadeau ce stylo, à l'occasion d'une visite, et dans le mot d'accueil que le représentant de l'État genevois a prononcé à cette occasion, dans une salle historique qui s'appelle la salle de l'Alabama, c'est ce que vous avez sur cette photo, mais ce n'est pas la photo de cet événement-là, mais sachez que la salle de l'Alabama à Genève, à l'hôtel de ville, donc au siège du gouvernement genevois, à l'époque, quand on vous recevait là-dedans, c'était un signe que vous avez du respect. Alors, quand le chef du protocole de l'État, Jérôme Coquelin avait été journaliste dans un journal qui s'appelait Journal de Genève. Moi, je l'avais eu comme collègue parce que j'ai travaillé temporairement à ce journal de Genève. Alors, en nous accueillant, il m'a donné ça en disant, Déo, peut-être que ce stylo va un jour signer un document qui engage les Burundais à faire la paix entre eux. Ou alors quelque chose de ce genre dans l'Afrique des Grands Lacs. Vous pouvez regarder, c'est écrit hommage du Conseil d'État du canton de Genève. C'est écrit dessus. Et à l'époque, j'ai tremblé de joie et de peur à la fois. Joie parce que c'était une indication que le travail que nous faisions au CIRID était suivi, était respecté, était encouragé. Mais j'avais peur également parce que je savais la gravité du problème de la paix au Burundi dans son contexte régional Grand Lac. Mais pour finir, j'ai dit, peut-être que ça peut un jour aboutir à quelque chose. En 1998. En 2003, ce qui fut annoncé arriva. Ce n'était pas un accord de paix, mais c'était la signature d'un appel engageant le parti qui allait gouverner le pays, CNDD-FDD, l'engageait à aider la communauté internationale à combattre l'utilisation des mines antipersonnelles. Et moi, je m'étais donné la tâche, en partenariat avec des amis du mouvement associatif international à Genève, pour sensibiliser les parties prenantes burundaises concernées par les mines antipersonnelles au Burundi. Parce qu'il y en a eu dans ce pays. L'armée gouvernementale, tout comme les mouvements armés, ont posé des mines antipersonnelles dans le cadre de leur guerre. Alors, la tâche que le CIRID s'était donnée avec mon impulsion, c'était de les amener à se souvenir. Nous étions en 2003, que l'accord d'Arusha a été signé, un accord de cessez-le-feu venait d'être également conclu entre le CNDD-FDD et le gouvernement du Burundi. Il était question de les amener donc à nous aider à cartographier les endroits minés du pays, puis à les déminer, à les enlever, à dépolluer les endroits minés durant la guerre. Mais il fallait faire des contacts qu'on appelle inclusifs, aussi bien parler à l'armée du gouvernement que à la rébellion. Ça, je l'ai fait. J'ai fait un voyage dans ce sens avec un collègue suisse, Pascal Bongar, que je n'oublierai jamais. Nous avons établi notre quartier à l'hôtel Amahoro. Et à partir de là-bas, nous avons pris contact avec tous les protagonistes, les officiers supérieurs de l'armée, les représentants du gouvernement qui allait se mettre en place
avec les éléments du CNDD-FDD. Nous avions également pris des contacts avec le FNL, Pasteur Habimana et d'autres, Rwasa, etc. Et moi, je les ai vus à Dar es Salaam, mais à Bujumbura, à partir de l'hôtel Amahoro, cet hôtel-là, quand vous le voyez, sachez qu'il s'est passé quelque chose de symbolique. Là-bas, j'ai rencontré, pendant le moment le plus critique de la situation, c'est en 2001 ou en 2002, il était interdit de converser, de négocier avec un mouvement armé à l'époque. Je me souviens qu'il avait été donné des consignes concrètes, directes, disant que si vous êtes policier, que vous voyez quelqu'un qui parle avec un mouvement armé, il faut agir tout de suite, sans attendre des ordres. Je dois vous dire que nous avons dérogé à cette règle. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, je ne vous dirai pas son nom, mais je sais qu'il vit encore. Habimana, pasteur, vous le connaissez, il doit vivre quelque part encore, il peut confirmer ce que je dis. Certains de leurs représentants, des représentants des FNL, je les ai rencontrés à l'hôtel Amahoro, sur une chaise devant la réception de l'hôtel, et nous avons fait ce que nous voulions faire. C'était pour moi un plaisir. Le résultat, c'était que les protagonistes, tous les protagonistes que nous étions amenés à contacter, étaient d'accord de signer un appel les engageant à aider à combattre l'utilisation des mines antipersonnelles ou à dépolluer les zones minées. C'est avec ce stylo que l'appel de Genève signé par le CNDD-FDD a été signé. Moi, je me disais, en regardant les gens, je dis, un des premiers soucis que nous avions, il vient d'être réglé, notre stylo vient de jouer son rôle. Mais je voulais qu'on aille plus loin. Je voulais, par exemple, qu'on arrive à aller jusqu'à Arusha pour que les signataires de l'accord d'Arusha utilisent ce stylo. Tout comme ils ont signé un document, l'accord d'Arusha, écrit par un expert suisse à l'université suisse, et c'est le CIRID qui a été le premier à contacter l'institution qui l'a envoyé à Arusha. Mais je voulais personnellement que ce stylo joue son rôle symbolique et prophétique. Ça n'a pas eu lieu, je ne suis pas allé à Arusha, mais de loin, je sais que j'ai donné des contributions en tant que fondateur du CIRID. Ceux qui le savent, le jour où vous voulez avoir des détails, venez à moi, je vous raconterai. Aujourd'hui, je vous ai montré ce stylo, je l'ai amené parce que j'ai une idée. C'est un rêve, comme disait Martin Luther King, I have had a dream. C'est un rêve. Je rêve qu'un jour, dans cette région africaine des Grands Lacs, des citoyens prennent un engagement écrit et signent avec ce stylo quelque chose qui pourrait être appelé un pacte de paix inviolable qui amène une atmosphère de sérénité que nous n'avons pas connue durant les 30 dernières années pour qu'enfin la guerre finisse. Mais ce n'était pas tout. Quand je vous ai invité ce matin, je pensais à ce message tweet X que j'ai écrit mardi passé. C'est un message que j'ai écrit après avoir reçu un message WhatsApp d'une personnalité que je considère comme étant parmi mes amis les plus respectables. Et la personne m'a écrit en disant Deo, en Kirundi, Korumuti ntambara y'ikongo ihere. Peut-être que vous avez lu ça sur mon compte X. Et ce message-là, il l'a écrit cette personne entre 2h et 3h du matin. Ça veut dire que ça lui a fait des soucis.
Parce que c'est pas n'importe qui se réveille à 3 heures du matin pour penser à envoyer un message à quelqu'un. Après, moi, j'ai répondu en disant, nous kuri abantu bararusha. Soma nandikiwe umuntu ndababariye. Soma ivyo uwo muvandimwe nyandikiye kuri WhatsApp muri aka gatondo mu mutwenzi wo kuri uwa kabiri tariki 24 z'ukwa gatatu 2026. Soma aho hepfo ivyariko biravugwa. Qu'est-ce qu'on disait? C'est une citation d'un homme d'origine occidentale. Vous voyez sa photo, Dostoïevski. Il disait « La violence est le dernier refuge de l'incompétent ». Alors, l'innovation doit consister, pour des gens qui veulent vraiment travailler pour une vraie paix, c'est de nous aider à inventorier ces valeurs, à les enseigner à nos enfants, aussi à les enseigner à nous tous, les gens qui sont adultes aujourd'hui, mais pour que nous le sachions. Et puis, décider que c'est ça qui fait la différence entre le Burundi et les autres pays, y compris dans la région. Sachez que les Européens, en arrivant au Burundi, ils ont été étonnés de voir comment le Burundi était une administration centralisée, bien organisée, bien coordonnée, le roi se tenant au-dessus, avec des citoyens qui l'aiment, qui le protègent et qui décident de mourir pour lui d'ailleurs. C'est ça que nous voulons savoir aujourd'hui. Savoir dire à nos compatriotes, trouver un moyen original de leur parler. Pas leur parler seulement avec des lettres ou bien ce qu'on appelle des médiateurs ou encore quoi, ou les discours relayés par les radios, les télévisions, etc. Savoir comment leur parler. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui vivent, qui sont nés sur nos collines, que nous connaissons leurs parents, leurs cousins, leurs amis. Nous pouvons organiser la communication de sorte que le message remonte jusqu'à ces gens-là pour qu'ils apprennent le temps de la guerre est fini. Il y a aujourd'hui une nouvelle guerre qui doit se mettre en place. C'est une guerre avec des livres, avec les habitudes de lire, etc., de se raconter que nous sommes capables de faire mieux que ce que nous étions devenus pendant les dernières années. C'est possible et c'est maintenant le moment. Vous savez, moi je vous dis avec beaucoup de... C'est téméraire de ma part. La période que nous vivons aujourd'hui, pour moi, elle est unique dans notre histoire. Où vous avez un pays qui est diplomatiquement placé sur l'échiquier de tout un continent, c'est la première fois, et où en même temps, les leçons de l'expérience nous enseignent que nous devons nous asseoir autour d'une table. Moi, j'ai participé en 2007-2009 à la supervision du projet qu'on a appelé cadre de dialogue. C'est de ce projet-là qu'est née la force qui a conduit vers la réforme de l'armée et qui a conduit vers l'image que vous connaissez. Après les cadres de dialogue, le monde entier a appris que s'il faut envoyer des troupes de l'ONU ou de l'Union africaine sur des terrains de crise, il faut commencer à penser à l'armée et à la police burundaise. C'est venu de quoi? C'est venu de notre expérience. Je me souviens que pendant que nous supervisions ce projet-là, les financiers qui nous soutenaient nous avaient même interdit. Ça, de mémoire d'homme, c'était la première fois que je le vois. Voir un blanc, un homme occidental qui vous dit « Déo, nous vous avons donné de l'argent, maintenant les solutions, c'est à vous de les coucher sur papier. Les problèmes à résoudre, etc., c'est vous qui nous donnerez des propositions, mais pas nous. Nous allons seulement intervenir dans des besoins logistiques. Si vous manquez d'argent, si vous manquez un véhicule pour aller à Moranzia, à Bururi, à Kirundo, et là nous sommes prêts à réagir, mais
comment régler un problème XY entre les Hutus et les Tutsis de ce pays, entre les clans et la Hima, les Bantous de votre pays. C'est pas nous, c'est vous. C'était la première fois que j'entendais ça. Nous l'avons fait et je dois vous dire que ça a donné des fruits. Maintenant, moi, j'ai du mal. Je suis déçu. Des fois, je me sens irrité de me rendre compte que tant les Nations Unies qui ont financé l'opération, le projet, que les dirigeants gouvernementaux de l'époque, comme ceux d'aujourd'hui, des fois, ils veulent marcher comme si le projet cadre de dialogue n'avait jamais existé, alors que c'est lui qui nous a mis sur les rails. Nous devons donc nous donner un temps pour savoir d'où nous venons, où nous en sommes aujourd'hui et où nous pouvons aller, surtout avec nos bonnes expériences. D'où cette lettre. Je vais la signer avec le stylo dont je vous ai parlé. Cette lettre, je vais l'envoyer à nos partenaires. Nous voulons les inviter à une réunion de travail qui s'appelle réunion technique de travail et d'information, axée sur un thème, comment aider l'Afrique, regardez, comment aider l'Afrique autrement en faveur d'un vrai dialogue réparateur sur la paix à l'est de la RDC, pays solution pour notre continent. Le thème central, ce sera ça. Cette réunion va s'organiser dans les villes internationales où le CIRID a des réseaux en tant qu'antenne nationale ou en tant que bureau de représentation nationale ou de représentation institutionnelle dans des villes comme Nairobi, Ouagadougou, Dakar, Rabat, Kinshasa. Partout, nous avons des antennes. Alors, on va, avec l'aide de ces antennes-là, organiser des réunions de ce genre pour parvenir à organiser un jour ce que j'appelle le Forum international du Tanganyika. Ça, c'est un concept que vous connaissez déjà, parce que il a fait déjà l'objet de plusieurs réunions entre 2023 et aujourd'hui. L'année passée en particulier, non, en 2024 en particulier, nous avons organisé tout un mois de commémoration du traité de Kiganda, au cours duquel nous disions que nous voulions inciter les Burundais à être curieux, à apprendre de l'histoire et à aimer voyager dans leur pays, dans notre pays. Savoir où se trouve Kiganda, où est érigé un mémorial du traité de Kiganda, savoir où se trouve la source la plus au sud du fleuve Nil, à Rutovu, province Bururi, savoir par exemple qu'à Cibitoke, vous avez un cimetière des Allemands. Les Allemands qui vont apprendre qu'il y a un cimetière baptisé cimetière des Allemands, ça va leur donner des idées de voyager, de venir se recueillir, de faire du tourisme. Et le tourisme, c'est des revenus, notamment des revenus qui attirent les visiteurs. Voilà. Alors, vous avez vu, et vous le savez déjà que je suis bavard. C'est un défaut que j'assume. C'est un défaut que j'assume en tant qu'ancien enseignant, devenu journaliste. J'ai même été homme politique. Il faut d'abord qu'elle ait une voix forte, une voix novatrice, qui attire les partenaires et qui apprennent que cette fois-ci, l'Afrique, c'est l'Afrique à laquelle nous n'avions pas souvent assisté, c'est l'Afrique nouvelle, d'un nouvel ordre et dans lequel ce continent veut participer. C'est pourquoi nous, en tant qu'au CIRID, nous avons soutenu la candidature du président, l'ancien président sénégalais Macky Sall. Macky Sall, vous savez, regardez sur ce tableau, il est parrain d'un projet du CIRID. Nous le soutenons parce qu'il a les qualités d'un homme d'État qui est capable de représenter une voix forte
pour l'Afrique d'aujourd'hui. La place de l'Afrique dépendra de l'Afrique elle-même. Et l'Afrique sera ce que les Africains voudront qu'elle devienne. Et les Africains, c'est comme vous les journalistes, c'est comme les autres, les élites, les intellectuels, les universitaires. Au lieu que nous passions notre temps dans les bistrots, il faut qu'on apprenne à passer un autre temps considérable dans des laboratoires, dans des bibliothèques, pour qu'on soit vraiment prêt à gérer ce monde avec des lunettes nouvelles. Donc ça dépendra de ce que nous voulons que l'Afrique soit. Qu'est-ce que nous, au CIRID, nous allons proposer aux élites burundaises? Je vous ai parlé de cette réunion que nous allons tenir prochainement. À l'issue de cette réunion, nous allons décider, pour ceux qui le voudront, nous allons décider de faire une visite de curiosité touristique et historique sur les sites que nous avons préalablement ciblés. Je vous ai parlé du traité de Kiganda. C'est pas parce que Kiganda est mon lieu de naissance. C'est parce que le traité de Kiganda, si vous acceptez de bien comprendre son histoire, ça vous dit tout d'abord que le peuple burundais était une nation forte, une nation unie. Les histoires de Hutu Tutsi, pour moi, ne m'en parlez plus. D'ailleurs, hariho barambwira ngo ibyo by'ubuhutu byawe bijyana igenda umuhanzi iby'ubuhutu bishyira ababiligi n'abadagi nibo babizanye. Voilà, nous devons avoir un habit nouveau. Les gens qui vont y aller vont quand même découvrir autre chose en disant ici est né un citoyen qui décide de mourir pour son roi. Et cette mort amène immédiatement la pacification des esprits, parce que après la mort de Bihomé, la guerre s'est arrêtée. L'empereur, le chancelier allemand de l'époque, Ferdinand, a dit c'est ce roi-là qui nous combat depuis 7 ans, qu'il y a des gens qui croient en lui, de sorte qu'il meurt d'ailleurs pour lui. Il faut le protéger, ne le pourchasser plus, il faut négocier avec lui. Ça c'est quand même un honneur. Disons que les choses n'étaient pas roses parce que, en signant le traité de Kiganda, nous entrions dans la colonisation, mais on n'était pas couchés, on s'est battu. Et ne vous étonnez pas de savoir que c'est Rwagasore, le petit-fils de Moïse Gisao, qui devient le chef du mouvement de l'indépendance. Rwagasore qui était ami de Nyerere, vous savez Nyerere ce qu'il est devenu pour l'histoire africaine, qui était l'ami de Lumumba, un nom que l'Afrique célèbre encore aujourd'hui. Vous savez, le nom de la candidate au poste de secrétaire général de la francophonie s'appelle Juliana Amato Lumumba, la fille de Lumumba. À mon avis, si l'Afrique sait qu'elle doit honorer son histoire, elle doit comprendre aussi que un nom comme celui-là, ça va donner une voix forte pour l'Afrique d'aujourd'hui. Vous savez, en 1988, moi, j'observais de très près comment les massacres d'Antega Marangara avaient commencé. Ouais. J'ai même pris la décision au mois de juillet, un mois avant les massacres, de voyager à travers différentes régions du pays que je pouvais. J'ai été à Cibitoke, j'ai été à Bubanza, j'ai été à Ngozi, j'ai été à Gitega. Je voulais collecter des informations. Et quand je suis rentré à l'endroit où j'habitais, à Magarama, Gitega, je me suis rendu compte que le Burundi était à la veille d'une catastrophe humaine. Et je me suis posé la question, comment est-ce que je vais gérer cette situation? Moi qui ai déjà expérimenté la prison, j'avais été en prison et pendant 8 mois et j'avais réglé les problèmes en m'évadant de prison, en m'évadant d'Ombimba. Ceux qui aiment lire peuvent trouver cet épisode dans ce livre. Mais j'avais juré d'une chose. Tous les amis qui me connaissaient, qui m'entendaient, même ceux qui n'étaient pas mes amis, je leur disais,
J'ai passé 8 mois en prison sans avoir rien fait. On ne m'a jamais présenté d'acte d'accusation. Pendant 8 mois, je n'ai jamais vu un OPJ qui fait un interrogatoire. Le procureur ne m'a jamais invité à m'expliquer sur quoi que ce soit. Pendant 8 mois. Vers la fin, j'ai décidé avec des amis de m'évader de prison. Nous avions créé un mouvement pour renverser Bagaza à l'époque. C'est pas un secret, je l'assume parce que c'est la vérité. Et entre-temps, pendant que nous nous préparions, Buyoya nous a dévancés. Après, nous avons dit, OK, Bagaza est tombé, Buyoya est venu, nous ne le soutenons pas, nous ne pouvons pas le soutenir parce que nous savions pourquoi. Mais rentrons quand même. Le combat politique se fait sur le terrain. Allons rentrer sur le pays. À l'époque, nous étions à Bruxelles. Après avoir fait un transit à Kinshasa, en Séré. Nous avons été accueillis là-bas pendant 1 semaine et demie par le président Mobutu. Et quand nous sommes arrivés, j'ai trouvé alors le contexte précurseur d'Ontega Marangara. J'ai dit aux gens, maintenant, j'ai passé 8 mois en prison sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, si je dois être mis en prison, il faut que j'ai réalisé quelque chose qui puisse faire bouger le gouvernement dans un bon sens. Donc, les Burundais, nous aimons nos terres, garder le silence. Moi, chez moi, le silence, c'est terminé. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que j'ai fait en proposant la lettre ouverte du 22 août 1988. Ce manuscrit-là, je l'ai écrit en 45 minutes en compagnie de mon ami Audace Sabimana. Après, nous l'avons dactylographié. Lundi le 22, à partir de lundi le 22, de mardi le 23 août, plus d'une cinquantaine d'amis sont venus signer, mais seules 27 signatures sont visibles sur les documents qui circulent encore aujourd'hui, parce qu'il y a 2 pages que nous avons dû cacher en nous disant, bon, exposer plus de 50 personnes, ça peut être considéré comme irresponsable parce que ces gens-là vont nous tuer. S'ils ne nous tuent pas, ils vont nous malmener. Maintenant, il faut protéger certains qui seront nos témoins. Alors, il y a une liste que nous avons retirée de la circulation. À l'époque, moi, quand je disais à mes amis, pour ce qui me concerne, les dirigeants ont la liberté de me pendre sur le stade, comme ils ont fait pour les gens. Moi, je m'en fous. Mais au moins maintenant, j'ai parlé. Mes enfants sauront pourquoi on m'a pendu. Alors, évidemment, aujourd'hui, si tu me dis de refaire la même opération, je réfléchirai à des fois, mais c'est parce que je suis vieux. Mais le message qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, si tu te sens capable de prendre des responsabilités, il faut les prendre. Mais être assuré avant tout que tu es dans le bon chemin, que tu n'es pas en train de menacer la vie de quelqu'un. Non. Mais quand vous êtes sur le bon chemin, que votre initiative va libérer d'autres gens, il faut vraiment le faire, ça vaut la peine. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, vous parliez de clin d'œil. Oui. Vous parlez de clin d'œil. Oui. Des fois, j'ai une amertume parce que quand j'étais, par exemple, commissaire à la commission vérité et réconciliation, il y a des choses que je voulais faire, mais qu'on ne m'a pas permis de faire. Mais je ne veux régler de compte à personne maintenant. Je veux vous dire comment moi j'ai vécu ça. Ça m'a blessé de passer 3 ans et demi sans être autorisé à me déployer comme on nous l'avait demandé.
parce que nous avions prêté serment devant le chef de l'État, devant les corps constitués, au Parlement de Kigoé. Il nous était demandé d'aider à débusquer la vérité et à faire en sorte que cette vérité-là soit utilisée pour réconcilier les gens qui doivent se pardonner, mais également pour penser aux victimes de ce qui s'est passé. Bon, je mets ce qui s'est passé sur le compte, ce qui s'est passé sur le compte du passé. Je ne regrette plus rien. Je ne regarde plus dans son rétroviseur. Moi, je regarde en avant. Si aujourd'hui, des gens acceptent de soutenir sans condition, sans arrière-pensée négative, les actions que le CID présente, moi, ce sera tout à fait une réconciliation avec moi-même. Regardez, quand nous avons présenté pour la première fois le projet BGM Safari en 2024, le 6 juin, nous sommes allés à Kiganda. Mais il y a quelqu'un qui a donné une consigne assez bizarre, qui a demandé aux conservateurs du mémorial du traité de Kiganda de ne pas nous ouvrir les portes. Ça nous a choqués parce que c'est un scandale. Le mémorial qu'on a là-bas, c'est un endroit pour des visites publiques, ouvertes à tout le monde. Mais maintenant, vous êtes responsable, vous donnez des instructions à votre employé de fermer la porte d'un endroit considéré comme une curiosité nationale. Moi, j'imagine que ce genre d'incidents ne se reproduiront plus, mais c'est vous dire que ce n'est pas facile. Il faut d'abord avoir une conscience tranquille qui vous dit que vous êtes en train d'aider. Là, moi, je suis en train d'aider. Je ne demande de salaire à personne. Seulement, je m'organise de sorte que je dise aux bénéficiaires de ce projet d'aider à ce que ce projet soit réalisé. C'est tout. Mais un salaire, non. Une promotion XY, non plus. Mais pour moi, si je vois que ce type d'action aide le Burundi à se tenir debout beaucoup plus solidement, moi j'aurais eu mon salaire. Par exemple, si nous quittons, si nous sortons de cette excursion et que nous arrivons à Bujumbura, nous organisons une évaluation, nous appelons les gens et puis nous invitons même d'autres, y compris les Congolais. Nous voulons inviter les gens d'Uvira à venir découvrir leur pays voisin. Si nous voyons que ça débouche sur quelque chose de concret, eh bien, moi je dirais, Dieu m'a récompensé et c'est ça que je veux.